Salut Yann, Salut Gaël, tu vas bien? je suis très content, très bien en ce début d'année, tous nos meilleurs vœux. Eh Euh, ben, je, c'est partagé. je suis très heureux de faire cette plongée en profondeur dans les coulisses de ton podcast, ton média, dans la boîte à gants. Tu vas nous raconter un petit peu toute cette aventure. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de plonger en immersion dans ton quotidien et dans ton état d'esprit de podpreneur, podcasteur entrepreneur. Podpreneur, ouais, je connaissais pas le mot, mais effectivement, la contraction est juste. Tu veux que je te raconte depuis le début, un peu le commencement, la genèse? Est-ce que, euh, est-ce que déjà tu peux juste te présenter en quelques secondes et puis après on passe ouais, sur l'origine de ton podcast. C'est fou, hein, tu vois, je suis podcasteur et j'ai même pas l'habitude d'être interviewé, donc je suis pas bon. Oui, donc je m'appelle Yann Delplanque. J'ai créé un podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants, il y a maintenant 1 an et 2 mois. Donc qui est basé à la base sur ma passion pour l'automobile et la moto, plus sur l'automobile à la base, mais maintenant qui s'ouvre un petit peu sur tout ce qui est mécanique. À la base, j'ai créé ça juste par plaisir, par passion, sans réelle intention derrière, ne serait-ce mis à part le fait que je voulais quand même me faire un réseau dans l'automobile. Parce que pour retracer un peu l'histoire, je travaillais dans un gros cabinet d'avocat d'affaires avant, j'ai fait des études de Mhm. droit, j'étais destiné à devenir avocat fiscaliste. Crois-moi, j'avais pas du tout cette dégaine-là à T'as l'époque. fait comme François-Xavier de Maison. Exactement, mais j'ai pas encore sa carrière. Mais Bientôt. peut-être, on verra. Et oui, donc en gros, j'ai quitté ce milieu-là suite à une promotion, si tu veux, qui a fait que j'ai visualisé une vie que j'avais pas du tout envie d'avoir. Et j'ai tout quitté, ils ont pas trop compris, et j'aurais dit, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais il faut que je bosse dans l'automobile. Parce que c'est ma passion et il est temps que je l'assume enfin, parce que je l'ai toujours vécu en secret, j'avais aucun pote là-dedans, vraiment personne, ma famille, ils ont absolument rien fait. Donc j'ai toujours vécu ça en silence, sans vraiment l'assumer, sans considérer ça même comme une passion. Et à un moment, c'est Oui, devenu trop fort en fait, tu vois. ça a Et explosé. exactement. Et j'ai ressenti ce besoin de dire, ok, ça doit être ça ma vie, sans trop savoir quoi faire. J'ai galéré pendant quelques mois. Mhm. Pour te dire, j'avais lancé un... C'est terrible quand j'y pense. J'avais lancé une pseudo-boîte en fait qui vendait des prestations de conseil en investissement automobile Young Timers. Alors pour tes auditeurs, pour les gens qui regardent ça, les Young Timers, c'est des voitures qui sont en pré-collection. C'est-à-dire qu'elles sont pas officiellement de collection, mais elles sont déjà suffisamment anciennes, si tu veux, pour être Mhm. assez intéressantes, etc. Assez analogiques. Et du coup, elles sont moins chères que les collections. Enfin, voilà. Et en fait, c'était complètement foireux comme mon truc parce que j'avais ni les voitures, ni les clients. Enfin bref, j'ai pédalé dans la semoule pendant quelques mois. Et jusqu'au moment où j'ai fait une rencontre assez décisive. Bon, je vais pas te retracer tout le truc parce que c'est un peu long, c'est peut-être un peu chiant. Mais en gros, si tu veux, j'ai eu le déclic de deux personnes qui ont réussi à lancer leur business grâce au podcast, qui ont Ok. créé un réseau grâce au podcast, qui ont, en l'occurrence, eux, c'était dans le business des avocats d'affaires, donc je connaissais très bien. Mhm. Et ils ont réussi à percer ce milieu à travers le podcast. Et moi, dans ma tête, ça a fait Eureka. Et j'ai dit, OK, voyons ce qu'il y a dans le podcast automobile. J'ai regardé un petit peu. J'écoutais beaucoup de podcasts de base, notamment Mathieu Stéphanie, Growthmakers, enfin plutôt des podcasts business. Ouais. Et j'ai rien vu qui me plaisait, donc j'ai dit, OK, bon, on va écrire les siens. Et en une Super. semaine, c'était fait. Ok. Et tu leur as demandé quelques conseils sur le matos, tout ça, non? Non, j'ai tout fait tout seul. Enfin, j'ai gardé, quoi. Et à ce Mhm. moment-là, par contre, Mathieu Stéphanie a sorti sa formation. Ah oui. Il avait sorti une formation, je l'ai acheté. En toute honnêteté, j'ai pas pris grand chose. Mathieu, si tu nous entends. Mais ça m'a confirmé en fait ce que j'avais déjà trouvé comme information, donc ça m'a rassuré et puis je suis Ok. parti. Juste ce petit degré de confiance en plus. Ok. Voilà, justement. Et donc, bah, je sais pas, le nom, le premier invité, ta ligne édito, tout ça, est-ce que Ouais. en une soirée, tu as déroulé tout ça sur un papier ou... Non, parce que déjà je suis très mauvais en termes en graphisme, donc je me suis fait aider d'un pote pour le logo et ça nous a bien pris 3 jours. Je crois que c'est le truc le plus Ouais. long que j'ai fait, hein. Après, l'édito était très clair dans ma tête. Je Hmm. savais que je voulais du storytelling, que du storytelling, du storytelling et du storytelling. Je voulais surtout pas de technique. Je voulais pas qu'on me raconte comment fonctionne un moteur, etc. Déjà, peut-être parce que à titre perso, ça m'intéresse pas des masses. Euh, Tu préfères piloter que je préfère que les ça histoires, en fait. Je rêve. préfère Tu préfères comprendre les le histoires et les vécu des gens. sensations.
Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça, comprendre l'histoire des gens, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et Hmm. pour moi, l'automobile, c'est une excuse en fait pour raconter des histoires. C'est un bel objet, c'est Hmm. un objet qui procure des émotions, effectivement, mais c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les histoires. Et chose que je te dis, personne le faisait, en tout cas comme je l'avais en tête. Donc je me suis dit, ok, allons-y. Le nom dans la boîte à gants, c'est mon petit frère qui l'a trouvé. Il m'a appelé vers 3-4 heures du matin, il était un peu bourré, je pense. Et il m'a dit, j'ai trouvé, ça sera dans la boîte à gants. Et je lui ai dit, mais c'est magnifique. Parce que j'arrivais pas à trouver un truc, si tu veux. Je voulais surtout pas appeler ça Histoire d'auto, déjà parce que le nom était déjà pris. Hmm. Mais je trouvais ça bateau, enfin, je voulais un truc qui soit plus catchy. C'est comme tu vois, mon logo, il n'y a pas de voiture dessus. J'ai fait plus un logo qui était travaillé justement en réfléchissant par rapport à Grossmakers, donc de Gabriel Gourovitch, que je salue d'ailleurs. Et je voulais vraiment quelque chose qui soit très tôt le plus scalable, c'est pas scalable, mais qui puisse toucher le plus de personnes possible, qui ait le moins de Ouais. code automobile dessus pour toucher le plus enfin, typiquement maintenant, si tu veux, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'écoutent qui ne sont pas des passionnés automobiles. J'en ai pas énormément, mais j'en ai un peu. Et ça, c'est très important pour moi. C'est un peu une victoire. Ça veut dire que j'ai réussi à intéresser des personnes qui sont un peu en dehors de ça. À la même image que si tu connais sur YouTube Villebrequin, Ouais. Villebrequin, c'est exactement ça. On en pense qu'on en pense, mais c'est le tour de force qu'ils ont réussi. Donc c'est vraiment cet objectif-là. Et donc ouais, en une semaine, ça s'est lancé. En une semaine, Hmm. ça s'est lancé. J'ai envoyé énormément de DM sur Insta à tous les gens que j'avais en tête. Mais quand je te dis beaucoup, c'est 300 à 400. Hmm. Et le premier en fait qui m'a répondu, c'est Julien Roseburger, un membre d'une chaîne YouTube qui s'appelle POA, et premier à me faire confiance. D'ailleurs, je le remercie toujours. Et après voilà, ça s'est mis en place petit à petit, tu vois. Ok. Et donc, juste avant euh, qu'on enregistre, là, tu me disais, bon, toi, tu fais tu te déplaces et tu fais presque un reportage. Il y a de l'audio, il y a sûrement des photos, vidéos, il y a beaucoup de contenu, des stories, beaucoup de contenu du coup qui nécessite de te déplacer. Est-ce que dans ton orga, dans ton setup, dans ce que tu demandes à tes invités, il y a des petites choses qui ont été réglées petit peu par petit peu ou rapidement ça a été comme ça? Non, 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 ça s'est fait. Tu vois, on fait cet appel et juste après, je fais une grosse commande de matos. Donc non, non, c'est très, Tu te c'est, fais ton c'est, Noël. ouais, ouais, exactement. Non, non, c'est très incrémental comme démarche. Alors, par contre, juste pour revenir sur ta question, je demande absolument rien à mes invités. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est que pourquoi j'ai pu sortir autant d'invités, c'est parce que je me rends ultra disponible, parce que je demande rien, je rends tout facile. Tu vois, typiquement, je peux donner un exemple par rapport à ça. À l'époque, j'habitais pas encore à Paris. J'ai un invité qui s'appelle Bruce Joigny, auquel je courais, enfin, je courais derrière lui, comme je cours derrière de nombreux invités presque tous les jours, qui me dit, voilà, écoute, je suis sur Paris dans 2 heures, je suis à l'hôtel, j'ai 1 heure de battement. Si tu viens maintenant, on fait l'épisode. J'ai sauté dans un TGV, je rigole pas, hein. J'étais dans un TGV, boum, je suis allé faire l'épisode, je suis reparti. Et c'est ce niveau de détermination qui fait vraiment la différence, je pense. Niveau Oui. d'investissement, c'est-à-dire un investissement qui est total. Euh, donc oui, pour revenir à ta question sur l'évolution du matériel, déjà la vidéo, ça a apparu très tard. Ça a apparu qu'il y a quelques mois, tu vois. Justement parce que j'ai un associé maintenant, ce qui me permet de faire beaucoup plus de choses. D'ailleurs, je le remercie tous les jours parce que sans lui, je ne serais pas du tout là. Mais, euh, mais avant, si tu veux, je faisais tout de A à Z. Donc, j'avais pas le temps de maîtriser et la vidéo, enfin, et filmer les entretiens, et me concentrer sur le podcast, sachant que j'étais moins à l'aise que maintenant. Hmm. Maintenant, je pense que tu sais ce que c'est quand t'as presque 90 épisodes derrière toi. Et je vais pas dire que c'est facile, mais j'ai plus de pression par rapport à ça. Je maîtrise mon Oui. sujet. Quand tu appuies sur record, c'est record, voilà. Exactement, exactement. Et puis tu peux gérer plein de situations diverses, Hmm. justement parce que Rebondir. je fais pas à distance. Donc j'ai vécu des situations complètement différentes. Ça m'arrivait d'avoir 40 personnes dans la même salle, la famille qui arrive, des amis qui arrivent, et il faut gérer ça. Donc forcément, je suis peut-être un peu un podcasteur 4x4, tu vois.
Je peux m'adapter à plein de milieux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète plus du tout. Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien faire un peu de podcast sur scène, faire des choses comme ça. C'est un peu les ambitions de 2022. J'aimerais beaucoup. Et pour le matos vidéo, écoute, on n'est pas encore très perfectionné. Là, au niveau du son, il fallait améliorer, donc je vais acheter des micros. C'est justement ce que je vais faire après. On filme toujours à l'iPhone. Et ça, on n'a aucune honte à le dire, puisque les iPhones, c'est largement suffisant. Ouais. Par contre, vous avez des stabs? Des stabilisateurs ou même pas? Ok. Même pas. J'hésite encore à en acheter. On a des perches, si tu veux, et des trépieds, mais non, on n'a pas de stab. C'est sûrement parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des stabs qui faisaient que déconnecter et tout, qui m'ont un peu saoulé, mais il y a du dollar, du bon matos, hein, je dis pas le contraire. Mais pour l'instant, ça va bien comme ça. Et l'aspect orga, surtout montage, tout ça, au début, bon, tu as passé du temps ou tu as été efficace Ouais, j'ai passé énormément de temps, tu vois. Avant un épisode, je mettais 15 heures pour le monter parce que je m'attardais sur trop de détails, j'étais pas bon, j'étais pas rapide. Maintenant, un épisode, ça me prend... un épisode, tu vois, de 2 heures, il me prend 2 heures à monter. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Je fais pas de réécoute en une fois, boum boum boum, je sais. Mais parce que, si tu veux, je pense qu'à terme, je vais arriver comme Mathieu Stéphanie à faire des épisodes où je les montrerai même plus. Je les balancerai brut. Parce que je pourrais le faire, en fait, vraiment... j'ai pas de problème de son, parce que j'ai eu beaucoup de galères par rapport à ça au début, parce que je comprenais rien en réglage. Je pourrais te raconter une anecdote par rapport à ça qui est affligeant d'ailleurs. Vas-y. Bah, en fait, si tu veux, non mais je suis vraiment un loser. Il m'a fallu... J'en ai eu beaucoup, hein, t'inquiète. Oui. Ah, mais celle-là, je peux pas... Bah tiens, j'ai mon Zoom juste à côté en plus. 12 épisodes pour 12 épisodes pour me rendre compte qu'en fait, même si je branchais mes micros comme il va bien sur le XLR, en fait, j'étais pas sur le bon mode. J'étais sur le mode micro interne. Ah oui. Donc en fait, je posais mon zoom, tu vois. Et, il y avait les 2 micros. Et 2 micros qui étaient branchés, tout le monde qui parlait dedans, mais en fait, le son était enregistré dessus. Et en fait, j'aurais dû capter avant, parce que je me disais, putain, des fois, on m'entend mieux moi, des fois, on entend mieux mon invité. Et en fait, j'ai eu le déclic un jour où j'ai enregistré chez TF1 avec Jean-Pierre Gagic, donc, que je salue aussi. Ah oui. L'animateur d'Automoto, pardon. Et en gros, si tu veux, il y avait une grosse clim derrière, parce qu'on était dans une salle de montage de TF1. Et ça a été catastrophique, le son, catastrophique. Je l'ai sorti, et j'ai appelé Jean-Pierre, je lui ai dit, mec, c'est pas possible, on peut pas, ni pour toi, ni pour moi, c'est pas possible, quoi. Et du coup, il a accepté qu'on le refasse. Et là, entre-temps, j'ai un auditeur, que je salue aussi, qui se reconnaîtra, qui m'a dit, mais mec, c'est pas possible que t'aies un son de merde comme ça avec le matos que t'as. Et il m'a dit, c'est sûr que t'as un problème de réglage. Et du coup, j'ai fait un FaceTime avec lui et il m'a regardé, il m'a fait, t'es le plus gros débile que j'ai jamais vu. Et voilà. Et c'est là où ça s'est arrêté et maintenant ça va bien. Tu sais, nous, les 20 premiers épisodes, c'était des dictaphones. Et il y avait même pas de... Il y avait une désynchronisation du temps sur les pistes. Donc moi, par contre, dès le début, j'avais un ingénieur du son qui me faisait ça en Thaïlande, un ingé français. Sans qui je ne pourrais pas. Et le 20e épisode, il me dit, là Gaël, c'est bon, j'en ai marre. Tu m'achètes du matos parce que je passe trop de temps. C'était des dictaphones tout bêtes que tu mettais là, et puis voilà. Moi, je clapais comme ça, comme au Cinoche. Bah ça, je le fais maintenant, vu que je sais filmer, tu vois, le fait de clapper. Mais c'est rigolo, ouais. C'est rigolo. Après, le montage, pour répondre à ta question, le montage, maintenant, ce qui me prend le plus de temps, c'est le montage vidéo. Quand justement je dois synchroniser le son des micros sur la vidéo et que je fais du podcast filmé sur YouTube, là c'est du gros montage. Surtout quand t'es sur des épisodes de 2 heures. Ouais, là j'y passe bien 10 heures facile. Même si je vais plus vite maintenant, je passe du temps. Et du coup, tu peux nous parler un peu du moment où ton associé te rejoint et dire un peu comment vous répartissez du coup les tâches maintenant? Ouais, carrément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant l'été, j'ai mis une offre de stage non rémunérée parce qu'à ce moment-là, je gagnais pas ma vie. Et donc j'ai eu quelques offres, mais d'ailleurs je lui ai avoué à Vincent, mon associé, entre-temps, mais en fait j'avais eu très très peu d'offres. Au début, je lui ai fait croire que j'en avais eu beaucoup, mais en fait pas du tout. Et des offres pas très sérieuses, tu vois. C'était un peu par-dessus la jambe, ou alors c'était demande d'alternance. Tu sentais qu'il n'y avait pas une réelle motivation.
pour aller profiter des lambeaux plutôt que... Même pas. Tu vois, c'est des Même gens pas qui étaient... À l'époque, je profitais pas trop des caisses. Hein. J'étais encore tellement focus sur ce que je faisais que j'étais vraiment avec des œillères. Hein. Quand je te dis que j'étais un... Enfin, là maintenant, c'est plus vraiment le cas, même si je continue à travailler beaucoup avec Vincent, mais avant, c'était vraiment sans rigoler des semaines de 90 heures. J'étais sûrement pas forcément efficace sur tout, mais trop de déplacements, je faisais des paris, des Rennes, Paris, Paris-Toulon dans la journée, et ça, c'était presque normal pour moi. Donc, c'était vraiment trop. Bref, et du coup... T'allais au Castellet. Ouais, franchement, non, j'avais même pas Castellet, c'était juste pour une interview, tu vois. Juste pour une interview, je faisais des gros déplacements comme ça dans la journée. C'était pas rentable, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui a construit le truc, donc c'était le plan, hein, je peux pas m'en plaindre. Donc je mets cette offre, pas de réponse, ou en tout cas pas intéressante, et pendant l'été, il y a Vincent qui m'envoie un mail super bien construit, super bien détaillé, preuve que c'est un auditeur, avec un CV qui est personnalisé, il a mis une petite, je me souviens très bien, il a mis une petite Xara VTS dessus, sachant que c'est une voiture que je veux et que je saoule tous mes auditeurs avec ça. Bref, le mec avait tapé dans le mille et on s'est eu au téléphone et je lui dis bah écoute, donc là j'ai sorti un peu mes violons. Je peux pas te dire encore si tu l'auras parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur le dossier, mais t'as un profil vachement intéressant, etc. On a communiqué pendant tout l'été et moi je suis arrivé à Paris début septembre, donc on s'est vu à Paris. Et là en fait, si tu veux, entre temps j'avais appris qu'il était déjà en alternance. Donc je pouvais pas lui faire de convention de stage. Donc je lui ai dit ok, bah c'est simple, tu seras mon associé. Et ça a matché super vite. Le mec est une machine. Donc si tu veux, en fait l'idée c'est que je fixais des objectifs assez hauts sur le développement business. On a entre guillemets galéré parce qu'on s'est rejoint début septembre. Galéré pendant le mois de septembre, on se rendait pas compte qu'on était en train de semer plein de graines en fait pour la suite de l'année. Et on a commencé à récolter octobre-novembre et en fait on a déjà explosé les objectifs de l'année en fait. Donc quand je disais l'année, c'était l'année même 2022. 2022. Donc c'est juste ouf. Donc lui, il s'occupe que de la partie partenariat, sponsor, monétisation et valorisation du... Ouais, en fait, si tu veux, on joue un peu à un jeu. Bon, ça, je devrais pas balancer mes petits trucs, mais bon, je vais le dire quand même. On joue un peu à un jeu, c'est-à-dire que, alors déjà, il fait tout ce qui est créa aussi, hein, c'est lui, parce que moi, je suis une bille là-dessus. Tout ce qui va être montage vidéo, c'est lui aussi. Sauf les podcasts vidéo, ça c'est encore moi, mais le reste, c'est lui. Montage de vlog, tout ça. Okay. Il est bien meilleur que moi. Et il va surtout bien plus vite. En fait, si tu veux, lui, il va démarcher. On joue un peu un jeu, c'est-à-dire comme si c'était un peu mon manager. C'est-à-dire que moi, je me rends rare et je viens que pour closer les deals, en fait. En mode, on joue. Je dis bien en mode, hein, c'est pas du tout pour se la jouer. On joue un peu un jeu comme si j'avais pas le temps. Comme ça, on rend le truc plus précieux et nous, ça permet de closer beaucoup plus facilement. C'est que ça marche super bien. Après, ça a ses limites, c'est que on aimerait bien que lui close aussi, tu vois. Oui. Pour l'instant, il faudrait peut-être que je le forme un petit peu là-dessus, parce que pour le coup, moi, le côté commercial, j'ai toujours eu ça. Ça fait des années que je suis un peu là-dedans, et même tout petit, je montais des petits business à 13-14 ans. Pas très, très legit, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et pas de drogue, hein, pas de drogue, attention. Non. Et, que des Mars et des Kit Kat. Et des Bounty, exactement. Et des Bounty. C'est exactement ça. Mais ouais, en fait, là pour l'instant, c'est un peu le job qu'on a. Donc c'est assez équilibré et ça permet de cibler, de trier, de toi te faire gagner du temps, quoi. Exactement. En fait, c'est qu'on va beaucoup plus vite, quoi. Et du coup, donc en gros, il a une com ou vous avez monté une structure à deux? Non, pour l'instant, je suis encore en auto-entreprise et il a une com. Ouais, tout à fait. Ok. Et lui, c'est pas trop chaud du coup avec son emploi du temps? Non, en fait, je t'ai dit, c'est une machine. Donc, il est fort. Il est trop fort. Non, mais je pourrais pas faire ce qu'il fait. C'est une machine. C'est une machine. Je sais pas comment il fait. Génial. Non, il va bien, franchement. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ton modèle du coup du modèle économique
Et de quelques chiffres que tu as envie de partager? Ouais, totalement. Le modèle économique, pour l'instant, c'est assez classique par rapport au podcast, en tout cas au podcast qui arrive à générer des revenus assez stables. C'est encore très récent, hein. Comme je te disais, on commence à vraiment être Ça stable fait depuis 3 mois, octobre. quoi. Ouais. Donc c'est très très récent. Mais c'est déjà très rapide pour un podcast qui est né il y a à peine Oui. un an et 2 mois. Ça, j'en suis conscient. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup travaillé pour accélérer, si tu veux, ce rythme-là. En gros, le sponsoring. Donc, sponsoring soit par ma voix, donc là, dans ce cas-là, c'est des contrats que nous, on va gérer, ou alors que mon hébergeur gère, mais pour l'instant, ils nous ont pas C'est apporté. Acast, c'est ça? Exactement. Pour l'instant, tout ce qu'on a eu, c'est nous qui sommes allés le chercher. Absolument tout. Ensuite, t'as la pub classique, si tu veux, que Acast peut diffuser. Ça, je viens à peine de le mettre en place. Je voulais pas au début, puis là, je me suis résigné. Je dis, ça peut être pas mal, ça permettra d'acheter du matos. Mais ça, pour moi, c'est plus des flux, si tu veux, qui vont permettre de réinvestir dans le projet. Oui. C'est pas ça qui nous C'est fait pas de la rémunération. Non. Faut surtout pas se baser là-dessus pour. C'est comme la YouTube Money, tu vois, genre Oui. on tourne entre 500 et 1000 euros, ce qui est pas mal par rapport à la taille de chaîne qu'on a par mois, mais c'est pareil là-dessus, je touche pas plus que ça, c'est plus du réinvestissement. Oui. En fait, là où on a vraiment gagné un peu d'argent, c'est en vendant des épisodes à des marques. Ok. Donc dans ce cas-là, si tu veux, le format est exactement le même. Ça va être une personne qui va parler de son parcours, etc., mais qui va parler aussi soit de son entreprise, soit elle va être l'ambassadrice d'une entreprise. Et on va le dire ouvertement, cet épisode est sponsorisé. Donc ça changera rien au contenu. Pour l'instant, j'ai eu que des super retours, c'est-à-dire que les gens adorent même les épisodes sponsorisés, donc c'est génial. Et là, dans ce cas-là, si tu veux, c'est un tarif fixe qu'on négocie avec la marque en amont, et ils me payent en fonction. Ceci dit, alors, petit coup de gueule dans le monde du podcast, il y a quand même énormément de podcasteurs qui le font, mais qui l'assument pas forcément. Exactement. Oui. Et qui le disent pas. On est bien. Ce qui est un peu, alors ça c'est mon avis C'est personnel, dommage. ce qui est un peu bête parce que je trouve que le fait de le dire, ça donne envie à d'autres marques de le faire. Ouais. Enfin, moi je vois qu'il y a un vrai cercle vertueux, de plus en plus d'entrants. Donc tu vois, genre, je comprends pas trop ce point de vue, mais bon. Surtout que c'est grillé en fait. Quand tu fais un épisode sponsorisé avec une marque et que derrière t'as un spot de pub, donc du sponsoring pour la même marque, enfin faut pas être débile non plus. Tu vois. C'est clair. C'est un autre Et chiffre d'écoute, t'as publié là dernièrement. Ouais, on vient de dépasser le million d'écoutes. Donc en un peu plus d'un an, quoi. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Et si il y a une dernière activité dont je t'ai pas parlé, que j'ai pas encore réellement signé, mais il y a un truc qui, je touche du bois, qui est très très bien entamé. C'est la création du podcast pour d'autres marques, mais qui ont absolument rien à voir avec l'automobile. Je suis en deal avec un gros parc d'attractions pour créer leur podcast. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je veux développer de plus en plus. Si tu veux, c'est que tu deviens, toi comme moi, tu deviens un spécialiste du podcast et tu peux en soi en faire pour n'importe qui, pour n'importe quoi. C'est pas... Voilà, sur un format d'interview. Moi, c'est ma spécialité. Ouais. Et bien structuré, bien organisé pour batcher un peu les enregistrements, c'est assez efficace, ouais. Ouais, totalement. Ok. As-tu avec maintenant un petit peu de bouteille, un petit peu de recul, qu'est-ce qui a réellement marché? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? 2, 3, 4 points. Tu nous as vraiment parlé de l'investissement et du focus, de la persévérance, de la détermination. Est-ce que tu as utilisé d'autres moyens de communication, stratégies, axes pour faire décoller, pour développer tout ça? Ouais, alors juste pour revenir par rapport au focus, détermination, c'est des choses qui sont possibles, en tout cas pour moi, parce que je suis passionné. Sans la passion que j'ai pour l'automobile, pour la moto, pour les gens qui racontent leur histoire, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait parce que, enfin, c'est trop de nuit blanche et trop d'emmerdes aussi, tu vois. Mais c'est tellement de kiff à côté que bon, ça t'oublies tout. Ça c'est le premier truc. Et sinon, c'est compliqué de te répondre parce que
je pense que c'est une somme de plein de choses et peut-être que j'ai pas assez de recul sur certaines choses. Surtout qu'avec Vincent, on teste des choses en permanence, à des petites échelles, hein, pas forcément un truc très important, mais des choses où ça a marché une fois, on se dit ça y est, on a trouvé une recette et le lendemain ça marche pas. Surtout sur YouTube. Sur YouTube, c'est assez flagrant. C'est un milieu qui est très très dur. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que beaucoup de podcasteurs n'y sont pas. C'est parce que tu peux te prendre des volets, mais comme jamais. T'as la transparence des chiffres, hein, faut le dire aussi. Oui. Mais je dirais une première chose, c'est que dans le choix de mes invités, j'ai une énorme diversité. Ça, c'est une première chose, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui va l'être de plus en plus. Ouais. Tu vois, j'aimerais bien avoir des acteurs, des chanteurs, peu importe, n'importe qui, tant qu'ils sont passionnés soit de moto, soit de bagnole, ça marche. Et j'ai plein d'histoires à raconter. Il y a ça, il y a le fait que j'ai stratégiquement aussi ciblé des personnes qui avaient des grosses communautés. Et j'ai su, en fait, faire en sorte qu'ils en parlent, parce que justement, en me déplaçant, en créant un vrai moment avec eux, et pas juste quelque chose à distance qui marque moins les esprits. Oui. Tu vois, là, dernièrement, j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Bader, qui a créé iSide, qui est une grosse chaîne YouTube moto, qui est devenu un programme télé. Enfin, le mec est monstrueux. Une de mes plus belles rencontres, je pense. L'épisode a cartonné partout. Et surtout, en fait, on s'est super bien entendus tous les deux. Enfin, on est restés en contact depuis, mais j'ai fait en sorte qu'on se rejoigne dans une énorme concession de voitures de luxe, voitures de sport, pour lui faire découvrir ce milieu-là. Il a pu s'asseoir dans plein de caisses de fous, les démarrer, etc. Il a vécu une expérience. Et ça, j'étais en soi pas obligé de le faire, tu vois. C'est juste que ça me faisait, premièrement, kiffer qu'ils vivent ça. Et deuxièmement, je sais que, si tu veux parler de stratégie, là, j'ai marqué les esprits. Et c'est pas juste, tu vois, je te demande quelque chose, fais l'interview pour moi. En fait, c'est rendre le moment exceptionnel. C'est ça qui est important. L'expérience, ton premier client, on va dire, ce sont tes invités. Exactement. C'est exactement ça. On peut l'appeler comme ça. Et après vient l'audience, mais c'est parce que ce premier client est choyé que le contenu va être au top, il va bien se sentir, il va se livrer, il va être fluide. Et surtout, après, c'est mémorable. Donc, il va partager, il va s'engager, il va en parler pendant 3 mois, 1 an, 3 ans. Il dira, putain, première fois que je me suis assis, bim, c'était grâce à Yann, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est lui proposer une rétrospective sur sa vie à travers le prisme de l'automobile et de la moto, mais on parle de plein de choses. On parle d'entrepreneuriat, on parle de... Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des invités qui pleurent, si tu veux, pendant l'entretien, parce que on fait remonter des souvenirs dont on leur avait pas parlé depuis longtemps, parce que c'est très rare d'avoir une tribune où tu peux parler longuement, en fait. C'est la force du podcast, de toute façon. C'est pour ça que je fais des formats très longs. Pas aussi longs que Mathieu Stéphanie, parce que c'est un délire, mais tu vois, le prochain épisode que je vais sortir, il fait 2h47, et avant, ça m'aurait posé problème. Maintenant, j'en ai absolument rien à faire. Parce que... Ah non, t'inquiète. Moi, j'ai fait 3h15 au max. Ah ouais, 3h, tu vois, je suis pas encore arrivé. C'est passé, mais comme une lettre. Hein. Ben oui. Ça se consomme comme un livre, de toute façon. Donc. C'est ça. Donc, vraiment... ok, on comprend. Juste l'aspect YouTube... Du coup, tu y es allé parce que tu avais de plus en plus de contenu tu avais envie de proposer une autre expérience, tu avais quoi? Non, à la base, YouTube, comment ça s'est lancé? Ça s'est lancé même avant que je fasse de la vidéo. Ça s'est lancé au moment où je faisais que du recording, donc j'avais créé une animation sur Headliner. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu un gros YouTuber sur le podcast, au 14e épisode, Thierry Villeneuve. Et là, Exactement, je savais qu'en le mettant sur YouTube, j'avais rien besoin de faire, il m'a même pas fait de com, l'algo allait travailler tout seul, et ça a pas loupé parce que, tu vois, il doit être maintenant, en vrai si je l'avais filmé maintenant, il serait à 150 000 ou 200 000 sans problème, mais là, il doit être à 82 000, quelque chose comme ça. Moi, je t'ai découvert comme ça. Ouais, comme beaucoup. Ouais, je t'ai découvert, et lui, et toi, comme ça. C'est bizarre, hein. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Ouais, je regardais pas son contenu, mais... Bon, j'aime bien les moteurs, tout ça. Et l'algo m'a tout de suite proposé. Par contre, j'écoute beaucoup ou je suis beaucoup abonné aux chaînes de podcasters. Et ça m'a propulsé direct. Attends, je vais appeler Lucien. Je vais l'appeler pour lui dire, mec, je t'ai ramené un abonné. Comment on s'arrange? Non, mais...
Non, mais en fait, si tu veux, c'était un. Là, pour le coup, peut-être que je l'ai senti, en fait. Ouais, là si on veut parler stratégie, ce mec-là m'intriguait, parce que maintenant que tu connais ses vidéos, tu vois le truc, il joue un personnage un peu le gros beauf, etc. J'ai senti. C'est Je sais incroyable. pas. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière, Profond et. un vrai businessman, etc. Et c'est là où j'ai eu un vrai coup de poker et qui a été payant de fou, parce que en face de moi, j'ai pas eu Thierry Mioboiserie, j'ai eu Lucien. J'ai eu le vrai mec qui a parlé vrai, et ça a choqué tout le monde parce que tu te rends compte que le mec il est câblé, mais comme jamais. Et, et c'est là où, en fait, j'en garde un super souvenir de cet épisode pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il m'a propulsé, c'est clair. Et il le sait, hein. Il m'envoie souvent des messages pour me dire est-ce que je suis toujours premier. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai envoyé un message il y a 2 jours pour dire qu'il était deuxième maintenant et il a le seum. Mais en gros, si tu veux, ouais, ça a été un bon choix. Ouais, c'est un super gars que j'ai revu entre temps. Mais surtout, en fait, c'est un épisode que j'ai fait sans préparation. Donc, c'est de l'impro de A à Z. Et crois-moi, faire un épisode d'impro de A à Z avec un mec comme ça en face, sachant que j'ai pas beaucoup d'expérience, je t'avoue que j'ai eu des sueurs froides. Mais Ouais, au début, ouais. Parce que évidemment, quand tu le vois sur YouTube, tu dis il peut péter des câbles, il peut t'envoyer n'importe où dans les directions s'il a pas envie d'être lui, quoi. exactement. Et puis c'est tout un contexte, tu vois, j'avais pas dormi la veille, enfin bref, je revenais bref, c'était l'enfer. Mais en même temps, c'était un moment magique. C'est un peu particulier. Je l'ai jamais réécouté, hein. Je te rassure, je n'écoute pas mes épisodes. Mais Suspendu et puis voilà. Ouais, génial. ouais. On arrive à la fin, peut-être juste une dernière question. Est-ce que tu as encore des doutes et des peurs du coup sur la prochaine année là ou sur le développement du podcast? Je pense que tu as toujours des doutes et des peurs. Alors, c'est plus sur le podcast en tant que tel, c'est plus pour la next step. Je t'en ai pas parlé, mais l'idée c'est de monter une agence. Potentiellement, mais alors ça, tu vois, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis la rentrée, depuis que j'ai dessoulé du nouvel an. En fait, je me dis, monter une agence sans hébergement, ça n'a pas de sens. Sauf que créer une plateforme d'hébergement, ça commence à être un autre délire. Et ça va à l'encontre d'un problème que j'ai, c'est que en me lançant là-dedans, je veux de la liberté. C'est-à-dire pour moi, liberté égale moins de salariés possible, moins de charges possible, et voilà, enfin vraiment être libre aussi bien en temps que financièrement. Et parce que pour moi, ça passe par les deux plans. Mais en même temps, je me dis que si je crée une agence et que j'ai pas d'hébergement, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est pas complet. Ou en tout cas, je serais dépendant de quelqu'un d'autre et ça me fait chier. Et en même temps, créer une plateforme d'hébergement, ça commence à être du gros deal. On parle de levée de fonds, on parle de gros délire, tu vois. Et Moi, je suis pas sûr d'avoir ça. j'ai la solution pour ça, mais il faut qu'on en reparle. Ah oui? Ah ouais, nous, on a notre propre hébergeur et Ouais. notre propre solution d'hébergement en marque blanche. Et on a un super partenariat. On en reparle. Ouais. Bravo pour avoir fait un énorme focus et avoir fait tout ça dans une période en plus où normalement les déplacements, les rencontres, tout ça, c'était vraiment beaucoup moins simple. Avant, moi, je faisais tout ça sur la route et puis j'avais toujours les micros et je passais comme toi des fois des détours de 2, 3, 4 jours juste pour choper les personnes et c'était super. Je me souviens, j'ai passé une semaine au Luxembourg juste pour avoir un invité. Je bossais à l'hôtel, j'étais bien, mais j'attendais qu'il soit dispo. Et puis même maintenant, tu vois, on a le projet d'aménager un van studio, un van bien. mobile. Tu sais que c'est marrant parce que j'en parlais avec un de mes invités hier qui voulait me prêter sa caravane pour en faire un studio, mais j'ai pas de 4x4 pour l'instant, donc c'est chaud. C'est ça. Mais un van, ce serait trop marrant. Ouais, ce serait trop marrant ça. Ouais, c'est trop cool. Ouais, génial. Dernière petite chose à partager si tu veux. Dernière petite chose à partager. Que j'ai oublié de te demander. Non, écoute, c'est compliqué de te dire ça comme ça. Juste par rapport à ce que tu disais par rapport au déplacement. Oui. Je pense pas. En fait, en toute honnêteté, moi, le Covid, pour moi, ça a été une opportunité plus qu'autre chose. Pour 2 raisons. Première, c'est que les gens étaient chez eux.
Je me suis rendu compte que mes invités en avaient, et alors là, j'ai aucun problème avec ça si les foudres s'abattent sur moi, mais j'ai pris des libertés avec les restrictions, je le dis franchement, je l'assume, sans pour autant faire n'importe quoi, mais j'en ai pris. Et je me suis rendu compte que les gens, en fait, avaient pas de mal, parce que la plupart de mes épisodes, je les ai enregistrés chez les gens. Hein. C'est pour ça aussi que je le filmais pas. Ah oui. C'est que j'allais chez les gens, donc ils étaient dans leur zone de confort, d'où le fait qu'ils se livraient beaucoup aussi. Ça, c'est très important de mettre l'invité dans une zone qu'il connaît, je pense. Et j'étais très étonné, effectivement, de voir que les gens n'ont absolument rien à faire par rapport au Covid de m'accueillir. Encore une fois, on faisait pas n'importe quoi. Pour autant, on n'était pas en interview masquée, parce que je vois pas l'intérêt de faire un podcast masqué. A priori, tout s'est bien passé. Mais donc, j'ai un peu créé cette chance-là aussi. C'est-à-dire que c'est un choix, je l'assume entièrement, mais je voulais pas faire à distance parce que j'ai testé et ça me plaisait vraiment pas. Je retrouvais pas ce que j'avais en tête par rapport au podcast. Et c'était peut-être le meilleur choix que j'ai fait. Contact. Ouais, je pense aussi. Nous, on a perdu, on a stoppé la diffusion momentanément et à cause de la distance et parce qu'on était très occupés avec un petit bébé dans les bras. Mais l'un dans l'autre, je comprends aussi pourquoi on a stoppé. Il y a moins ce super feeling qui te dit, mais là, en fait, dès que tu arrêtes l'enregistrement, t'as qu'une envie, c'est de le sortir, tellement c'est de la bombe, quoi. Exactement. Tu vois, le moment, enfin, j'ai un souvenir encore gravé en tête. À chaque fois que j'y pense, j'ai envie de chialer, mais en gros, j'ai fait un épisode avec quelqu'un qui s'appelle François Delecourt, qui est un ancien pilote de WRC, qui a été très très grand pilote de rallye, que j'ai revu d'ailleurs il y a pas longtemps, que je salue. Et en gros, si tu veux, on a enregistré l'épisode chez lui. Il y a une super baraque à côté de Saint-Tropez. Et il y avait tous ses potes. Il sortait d'une sortie VTT avec tous ses potes. Donc, un peu moment, tu sais, t'arrives chez quelqu'un qui te connaît pas, qui sait pas trop ce que tu vas faire, parce que podcast, on a préparé vite fait au téléphone, mais bon, il se souvient plus trop ce qu'on va faire. Il est avec tous ses potes. Moi, à l'époque, j'étais avec mon ex, du coup, que j'avais emmené, elle me suivait un peu dans tous mes déplacements. Et elle était ultra gênée, enfin bref, c'était l'enfer, une quinzaine de personnes. Et là, dans ce cas-là, tu dois rester dans ton personnage, tu dois rester dans ultra professionnel, tu sais ce pourquoi tu es venu, et il faut que tu l'obtiennes. Et donc, au bout d'une heure, je dis, bon, bah voilà, où est-ce que tu veux qu'on s'installe, machin. On s'est retrouvés dans sa salle de cinéma, parce que oui, il avait une salle de cinéma, il y a une très grosse baraque. Et c'est ça aussi dans l'automobile, c'est que souvent, tu arrives dans des milieux qui sont très très aisés. Et en gros, on s'installe dans la salle de cinéma, et là, en fait, il appelle tous ses potes. Tous ses potes viennent dans la salle de cinéma. Donc moi, je suis un peu en panique, mais je ne peux pas trop le montrer. Et ils s'installent tous, ils sont tous sur leur téléphone, ça fait du bruit et tout. Enfin bref, l'enfer. Au final, à un moment, j'arrive à faire un peu, quand ça démarre, je fais un peu la police, je peux être un peu autoritaire. Je dis voilà, on commence, on est parti. Et là, je me focus que sur François Delecourt, donc le pilote en question. Et là, en fait, on commence l'épisode, et je sens direct que ça va être un épisode grandiose. Il avait été très bien préparé. Et le mec commence à raconter des choses que... Ça, je l'ai su après. Hein, même ses amis ne connaissaient pas. Exactement. Ses amis de 20 ans ne connaissaient pas. Et en fait, si tu veux... Ça, c'est mon ex, du coup, qui m'a expliqué. Ils étaient tous sur leur téléphone. Et à un moment, au bout de 5 minutes, ils ont tous posé leur téléphone. Parce qu'ils étaient captivés. Et à la fin... C'était au spectacle. Et exactement. C'était vraiment une représentation. On était sur un canapé et t'avais tous les gens en face. Dans ça. Et à la fin, si tu veux, donc, job done. On termine. Et là, en fait... je sais pas trop ce qui se passe, c'est un peu flou encore dans ma tête, mais il y a tout le monde qui se lève, qui commence à applaudir, et là en fait, si tu veux, t'as François Delecourt qui se lève et qui dit, en gros ses potes lui disent ouais c'est génial, je vous avais jamais raconté ça et tout, il fait bah oui mais en fait on me l'avait jamais posé la question aussi, et là il me regarde dans les yeux, il me fait c'est la meilleure interview de ma vie, et là tu vois rien que d'en parler j'ai encore des frissons, mais des frissons. Quand t'as un mec comme ça qui a été interviewé pendant toute sa vie qui te dit ça, tu te dis ok, faut que je continue toute ma vie à faire ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'était un des déclics que j'ai eu. Et ben c'est tout ce que je te souhaite, de continuer très 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 longtemps à valoriser, partager de belles histoires inspirantes, motivantes. C'est pour ça qu'on fait du podcast. Bah merci beaucoup Gaël et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt, ciao ciao.